Comment on est passé de ça à ça? Comment on est passé de mecs qui escaladaient la tour Eiffel pour s'entraîner avant d'aller affronter des parois abruptes à des petits citadins qui se plaignent que l'escalade, ça fait mal aux doigts, d'aventuriers qui cherchaient à atteindre des sommets impossibles en campant parfois des semaines sur une paroi en s'abreuvant uniquement de pinard, à des petits gugus qui boivent une IPA bien méritée après avoir grimpouillé des bleus pendant 1 heure. Ou alors de mecs torse nu qui enchaînaient des tractions sur le petit doigt avant d'aller taper des énormes solos dans le Verdon à ça. Enfin, comment on est passé d'une discipline uniquement personnelle où le seul but était de repousser ses propres limites et de découvrir de quoi on était capable à une fucking discipline olympique où la compétition est devenue reine. Ouais. L'escalade a bien changé, personne ne peut le nier. Mais est-ce que c'est vraiment pour le pire? Bah en vrai, j'en suis pas si sûr. Alors, pour découvrir tout ça, je vous propose de vous installer bien confortablement. Prenez-vous un petit truc à boire ou quelque chose à grignoter. Mettez-vous bien parce que j'ai une petite histoire à vous raconter. Pour comprendre la naissance de l'escalade, il faut remonter à sa grande sœur, l'alpinisme. Parce que, vous savez, l'homme, dans sa quête perpétuelle de découverte, de nouveautés et de dépassement, cherche à explorer tout ce qu'il peut. Donc, une fois que tous les continents avaient été découverts, que chaque île avait été cartographiée et que toutes les frontières avaient été tracées, il fallait bien, passer à autre chose. Donc, en toute logique, ou plutôt en forme de toute absence de logique, des mecs se sont dit, tiens, ce gros caillou, là, devant moi, il a l'air vachement haut. Est-ce que ce serait pas hyper stylé si je le grimpais et que j'arrivais le premier au sommet, que je pouvais planter un petit drapeau pour dire, ok, ici les gars, c'est à moi. Ouais. Clairement, entre nous, y a pas grand chose de sensé dans l'alpinisme. Je veux dire, risquer sa vie uniquement pour atteindre le haut d'une grosse montagne, c'est bizarre. Donc, pour la suite de l'histoire, on va essayer d'oublier la logique et de pas tellement chercher de sens parce que en vrai, il y en a pas vraiment. D'ailleurs, un jour, on a demandé à ce mec, là, lui, c'est George Mallory, le premier mec qui a grimpé l'Everest. Et quand on lui a demandé, mais monsieur Mallory, pourquoi est-ce que vous voulez absolument grimper l'Everest? Il a répondu, et sa réponse, elle est magnifique de sobriété. Il lui a juste dit, parce qu'il est là. Voilà. Ça vous donne à peu près une idée de quel genre de personnage on va parler aujourd'hui. Des mecs prêts à tout risquer, et partout je veux parler de leur famille, de leurs finances, de leur carrière, voire de leur vie, dans le seul but de grimper des trucs, parce qu'ils sont là. Mais bon, quitte à tout risquer pour arriver en haut d'une grosse montagne, autant avoir une petite chance de y arriver. Et pour augmenter ses chances de réussite, il faut s'entraîner. Donc, si on grossit le trait au maximum, l'alpinisme, qu'est-ce que c'est? L'alpinisme, c'est grimper des grosses montagnes qui sont faites de neige, de glace, mais aussi de cailloux. Donc, pour s'entraîner à grimper des parois de plusieurs centaines de mètres, c'est pas complètement débile de commencer à grimper des parois de quelques dizaines de mètres seulement. Et c'est comme ça que naît l'escalade. Bon, clairement, au début, personne n'a vraiment d'objectif en termes de grimpe pure. À l'époque, l'escalade comme on la connaît, c'est un peu le penduliche d'aujourd'hui. Simplement un moyen de s'entraîner et de devenir plus fort en vue d'objectifs beaucoup plus ambitieux. Mais il y a quand même quelques mecs qui vont se prendre au jeu et plutôt bien aimer finalement cette manière de grimper et de pas forcément chercher à aller toujours plus haut, mais à kiffer le mouvement le plus difficile possible. Et donc, ces gars-là, ils vont s'activer à développer pas mal de techniques ou de matériel qui puissent leur permettre de grimper plus efficacement. Mais ça, je vous en reparle un tout petit peu plus tard parce que d'abord, la chose la plus importante du monde de la grimpe va voir le jour, les cotations. Ouais. Rappelez-vous, si on cherche à atteindre les sommets, c'est pour montrer qu'on est meilleur que les autres. Alors oui, il y a aussi toute une histoire de fierté nationale, d'expéditions commanditées par des États, principalement les Britanniques, qui aiment montrer qu'ils sont meilleurs que les autres, ou de voyages à visée scientifique sur les sommets, mais tout ça, encore une fois, c'est pour arriver en haut, planter son drapeau et pouvoir dire à tout le monde c'est quand même vachement nous les meilleurs. Donc, il faut trouver un moyen de catégoriser tout ça. Parce que le sommet, une fois qu'on l'a atteint, il reste encore plein d'itinéraires possibles. Et rappelez-vous, il n'y a aucune logique dans la grimpe. Donc si on trouve un moyen facile d'accéder en haut d'une montagne, il faut recommencer par un moyen plus dur. On a fait une ascension par une face sud au printemps? Ok les gars, on va recommencer la même ascension, mais en hiver ou par la face nord. Pour, encore une fois, pouvoir dire c'est moi le plus fort.
Mais, le moins qu'on puisse dire, c'est que juger la difficulté d'une voie, c'est pas si simple que ça. Il suffit pas de dire « Waouh, ce gros caillou que toi t'as grimpé, ok, il était peut-être un petit peu difficile, mais mon gros caillou à moi, il était certainement beaucoup plus dur. » Donc, on va essayer d'harmoniser tout ça pour avoir une sorte d'échelle qui puisse juger de manière objective la difficulté de nos ascensions. Et qui puisse faire qu'on puisse à peu près tous parler de la même chose lorsqu'on parle de difficulté dans la grimpe. Et spoiler, ça a pas vraiment marché, parce que regardez, les cotations en escalade aujourd'hui, ça ressemble à ça. Ouais. C'est un sacré bordel, et j'en reparlerai sûrement dans une prochaine vidéo dédiée sur les cotations, parce que c'est quand même un sujet extrêmement intéressant. Mais en attendant, voyons voir comment elles sont nées, nos cotations chéries et adorées. Et alors là, ça va être un peu chacun des plus grands alpinistes qui vont y aller de leurs petites idées en fonction de ce qu'ils trouvent, eux, le plus logique. Et je vais vous épargner le détail de tous les systèmes qui ont fini par être avortés, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à peu près tout le monde s'accorde pour graduer la difficulté des voies d'escalade en termes de degré de difficulté. Mais bon, vu qu'encore une fois, chacun fait un peu comme il veut, ça reste une galère jusqu'à ce que ce mec arrive. Ce mec, c'est Wilhelm Wilzenbach. Et il va peaufiner cette histoire de degrés jusqu'en 1926, où il va arriver avec sa propre échelle, l'échelle de Wilzenbach, qu'on utilise d'ailleurs encore aujourd'hui, et proposer donc une échelle de difficulté de degrés allant de 1 à 6. Le 1 c'est facile, le 2 c'est modéré, le 3 c'est difficile, le 4 c'est très difficile, le 5 extrêmement difficile, et le 6 extraordinairement difficile. La limite des possibilités humaines. Alors oui, je suis d'accord, il n'y a pas vraiment de grosse différence pour nous entre extrêmement difficile et extraordinairement difficile, mais les mecs faisaient à peu près comme ils pouvaient. Le problème, c'est qu'avec l'échelle de Wilzenbach, on répertoriait que les ascensions qui avaient déjà été faites, comme si, on avait déjà tout grimpé, ce qui peut se comprendre vu qu'on avait déjà tout grimpé, mais encore une fois, pas toujours de la manière la plus dure. Donc on avait déjà un petit problème, c'est-à-dire comment coter les ascensions plus difficiles qui pourraient voir le jour dans le futur. Enfin bon, cette question, on y répondra un peu plus tard. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est qu'avec l'échelle de Wilzenbach, les cotations comme on les connaît aujourd'hui sont nées, et qu'à partir de là, on peut enfin savoir, putain, mais c'est qui le meilleur? Parce que maintenant qu'on a un terrain de jeu, un arbitrage, les choses sérieuses vont vraiment pouvoir commencer. Et certains, comme Hans Dölfer ou Pierre Alain, vont particulièrement s'investir dans l'escalade pour repousser les limites de ce qu'on pensait être possible grâce à des innovations techniques ou matérielles, en essayant de s'accorder avec la façon dont on grimpait à l'époque. Parce que dans ce temps-là, même si on ne pouvait pas vraiment parler de règles à proprement parler, on avait quand même des lignes directrices de bonne conduite lors d'une ascension. Par exemple, on pouvait poser des points de protection que depuis le bas de la falaise. On n'avait pas le droit de se rendre en haut par un sentier, de descendre en rappel à la corde et d'équiper au fur et à mesure, comme on le fait aujourd'hui. Non, ça c'était interdit, c'était un truc de grosse... Et à propos de points de protection, fallait pas en mettre trop, surtout. On disait qu'il fallait en mettre qu'un tous les 4 mètres. Maximum, et si possible, moins. On était vraiment très très loin des SAE d'aujourd'hui avec une dégaine tous les 50 cm. Parce que, rappelez-vous, l'escalade, elle est pratiquée par une bande de tarés, dont le but, il est très simple à comprendre. Partir du bas, arriver en haut, et essayer de pas tomber. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'époque, le but, c'est arriver en haut, tout simplement. Donc si on peut s'aider de matériel, comme des pitons ou des échelles de cordes, ce serait complètement stupide de pas s'en servir. C'est ce qu'on appelle l'escalade artificielle, où on grimpe en utilisant du matériel pour s'aider, un peu comme pour les via ferrata d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en escalade dite libre, on a le droit d'utiliser que nos mains, nos pieds, le rocher, et c'est tout. Donc, pour réussir à mieux grimper, le matériel va évoluer. Déjà grâce à l'arrivée des pitons à expansion qui permettent de mieux sécuriser une ascension. Parce que, si on peut poser un petit peu plus de points de protection, on risque moins de mourir et c'est quand même vachement beaucoup plus sûr que d'être juste retenu par son pote. Mais une des inventions qui va vraiment révolutionner le monde de la grimpe, on la doit à un Français, Pierre Alain. Pierre Alain, c'est un alpiniste avant tout, mais Pierre Alain, il a un petit problème, c'est qu'il est parisien. Et au cas où vous l'auriez pas remarqué, des montagnes à Paname, c'est pas vraiment ce qui court les boulevards. Donc, pour pouvoir s'entraîner et pas arriver comme un pégu sur les faces nord des Drues, il doit trouver une solution. Cette solution, il va la trouver dans une forêt. Et dans cette forêt, certes, il n'y a pas de falaise, parce qu'on est quand même en région parisienne, mais dans cette forêt, il y a des cailloux. Il y a même un paquet de gros cailloux.
Cette forêt, elle s'appelle Fontainebleau. Et croyez-moi, on va reparler de Fontainebleau, ou plutôt de Bleau. Parce que Bleau, c'est pas le Fontainebleau des promeneurs, des touristes ou des vététistes. Non. Bleau, c'est le Fontainebleau des grimpeurs. Et donc Pierre-Alain, en s'entraînant sur les blocs de la forêt, il remarque assez vite que les grosses chaussures cloutées de l'alpiniste, elles sont pas vraiment adaptées aux prises microscopiques qu'on retrouve sur les blocs de grès de la forêt. Pour contrer ce problème, certains grimpeurs utilisent déjà des espadrilles ou des petites sandales de cordelette. Ok, c'est mieux que les grosses chaussures cloutées, mais c'est pas encore optimal. Pierre-Alain, là où on a de la chance, c'est que ok, c'est un grimpeur, ok, c'est un alpiniste, mais c'est aussi un inventeur. Alors, il va se poser dans son atelier, réfléchir à ces toutes petites prises qu'on retrouve sur le grès, faire des plans, cogiter, dessiner, et un beau jour, il va se ramener dans la forêt avec une des inventions qui va alimenter le plus de débats dans le monde de l'escalade, les premiers chaussons. Et son invention, les chaussons d'escalade, il va les nommer avec une très grande humilité, les Pierre-Alain. Mais non, évidemment qu'il n'y a pas d'humilité. Rappelez-vous, les grimpeurs sont des mecs avec un ego surdimensionné qui veulent montrer qu'ils sont meilleurs que les autres. Alors si Pierre-Alain crée une putain d'invention qui va révolutionner la grimpe, il veut pas que son nom tombe dans l'oubli. Croyez-moi, son nom va pas tomber dans l'oubli parce qu'on lui doit aussi d'autres inventions comme les mousquetons ou les baudriers, donc vous imaginez même pas tout ce qu'on doit à ce mec. Mais pendant ce temps-là, pendant que Pierre est en train de bosser sur ses chaussons, de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, il y a un mec qui s'appelle Hans Dölfer qui réfléchit à la technique. Comment grimper de la manière la plus efficace possible. Il va notamment inventer ce move-là. Ce mouvement, il permet de remonter une fissure en opposition et c'est à lui qu'on le doit. Et aujourd'hui, on appelle ça une Dölfer. Parce que c'est Hans Dölfer qui l'a inventé. Encore une fois, beaucoup d'humilité. Bon. On a des cotations qui permet de savoir objectivement qui a fait l'ascension la plus difficile, un matériel en plein essor qui permet de grimper plus efficacement et de mieux sécuriser, des techniques de grimpe qui se multiplient à tout va. Là, qu'est-ce qui pourrait bien se passer pour que le niveau d'escalade n'explose pas ? Ah, ouais, ce truc-là. Une fois la guerre finie, l'escalade va pouvoir reprendre. Mais vous avez peut-être remarqué un truc depuis le début de ma vidéo, on est resté qu'en Europe. Mais quand il faut montrer qui c'est que le plus chaud, il y en a qui sont très doués pour ça. Ces mecs-là, c'est les Américains. Et ils sont peut-être restés en retrait depuis le début de mon histoire, mais là, ils ont la dalle, et ils ont surtout une sacrée grosse revanche à prendre. Si aux États-Unis on retrouve pas de sommets et de chaînes de montagnes aussi imposantes qu'en Europe ou en Asie, le pays recèle quand même quelques falaises très stylées et surtout hyper appropriées à l'escalade. Et dans toutes ces falaises, il y en a une en particulier qui va nous intéresser, celle du Yosemite. Le Yosemite, c'est là. Et pourquoi cette falaise spécifiquement va attirer des milliers de grimpeurs encore aujourd'hui ? C'est assez simple, déjà c'est la plus haute du pays, et rappelez-vous, les gens aiment grimper les trucs les plus hauts possibles, et surtout, certaines de ces parois restent encore invaincues. Mais pour vaincre ces parois mythiques, bien que des centaines de mecs s'y soient attaqués, il y en a deux qui vont particulièrement nous intéresser. Deux mecs qui sont plus chauds que tous les autres gars déjà très chauds, et qui vont assez vite se faire remarquer. Deux mecs que tout oppose de leur passé à leur façon de grimper, mais qui sont réunis par un même but, une même ambition, être les premiers à atteindre le sommet d'une des falaises du Yosemite. Alors, ces deux gars, qui est-ce que c'est ? Déjà, on a Royal Robbins, très britannique dans sa façon de grimper et de voir le monde, bien élevé, de bonnes conditions, et surtout, bourré d'éthique. L'autre, c'est Warren Harding, beaucoup plus sauvage, plus américain, et bourré tout court. Et à partir de là, entre les deux, la bataille s'engage pour être les premiers à gravir les sommets de la vallée. Et quand je parle des sommets, je parle des plus hauts, évidemment, parce que la plupart des autres sommets du Yosemite sont déjà tombés, mais il en reste encore quelques-uns qui sont invaincus. Et ça c'est pas du goût de Royal Robbins, parce que Royal Robbins, il veut sa première. Il veut être le premier à grimper un des plus hauts sommets de la vallée du Yosemite. Alors, Royal Robbins, il va jeter son dévolu sur une des falaises les plus hautes de la vallée, beaucoup plus dure que tout ce qui a déjà été fait jusqu'alors, le Half Dome.
600 mètres de haut, complètement vertical. Et si jamais vous n'avez pas encore compris ce que grimper une première sur une voie de 600 mètres de haut implique, je vais devoir vous expliquer 2-3 trucs. Pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est une entreprise au bas mot ambitieuse, voire complètement tarée. Déjà, 600 mètres, faut les grimper. Rien qu'en temps de grimpe, ça prend du temps. Aujourd'hui, les gars passent plusieurs jours sur cette paroi juste pour partir du bas et arriver en haut. C'est long de grimper 600 mètres. Mais, dans le cas d'une première, juste grimper, c'est pas ça qui prend le plus de temps. Ce qui prend du temps, c'est surtout tout ce qui permet de pouvoir grimper. Planter les pitons qui permettent de se sécuriser, nettoyer le mur, virer toutes les plantes et toutes les merdes qui pètent, les petits cailloux qui pourraient nous faire mal, etc. Tout ça, c'est dans le cas d'une première qu'on le fait. Mais surtout, il faut trouver l'itinéraire de la voie. Réussir à trouver un chemin sur cette falaise, où grimper est difficile, certes, mais pas tout bonnement impossible. Alors, face à toutes ces difficultés, est-ce que Royal Robbins et ses acolytes ont réussi à finalement grimper le Half Dome ? Évidemment qu'ils ont réussi, sinon j'en parlerai pas dans cette vidéo, et en grimpant ce sommet, ils deviennent tout simplement des légendes de la vallée, admirées de tous. Tous, sauf une personne. Il y a une personne qui a quand même sacrément le seum que Robbins ait réussi à arriver en haut, parce que si Robbins l'a fait, ça veut dire qu'il pourra jamais faire cette première. Ce mec, vous vous en doutez, c'est Warren Harding. Et Harding, il est d'autant plus dégoûté que si lui aussi veut son heure de gloire, il va devoir faire plus dur que le Half Dome. Et le problème, c'est que des falaises plus dures, plus hautes que le Half Dome, dans le Yosemite, il en reste qu'une. Une seule, qui semble juste impossible à gravir. Une falaise que même Robbins n'avait pas envisagée, El Capitan. Et ça, c'est compliqué parce que si le Half Dome c'est un grand requin blanc, El Cap, c'est carrément un mégalodon. En fait, c'est tellement énorme que personne y croit vraiment. Là, c'est trop dur. Là, on n'a pas le niveau. C'est juste beaucoup trop haut, en fait. Il faudrait être complètement givré pour se lancer dans l'ascension d'El Capitan. Et ça tombe bien. Ça tombe même sacrément bien parce que quelqu'un de givré, c'est précisément ce qu'est Warren Harding. Ce gars est complètement taré dans cet univers de gens tarés que sont les grimpeurs. Rappelez-vous, lui, il est au summum de la taréitude. Et alors là, le même combat que pour le Half Dome, un fucking siège sur des jours, des semaines, des mois pour réussir à atteindre le sommet d'El Capitan. Piton après piton, descente après descente, Harding continue. Il sera le premier en haut d'El Cap. Vainquant ainsi le dernier mur de la vallée. Mini parenthèse. Pour en apprendre plus sur l'histoire incroyable de la vallée du Yosemite, de Warren Harding, de Royal Robbins et de toute cette clique, je vous invite très fortement à aller regarder le documentaire Valley Uprising. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, il vaut vraiment le coup. Mais là, on avait un petit problème parce que la façon très bourrine qu'a eu Harding de grimper le nose, c'était pas vraiment du goût de Robbins. Et c'est plus ou moins à partir de là qu'en escalade, on va se mettre à vraiment réfléchir à l'éthique de ces ascensions. En gros, à comment on a réussi à atteindre ou non le sommet. Et c'est là que va petit à petit se développer l'escalade libre. L'escalade sans rien utiliser pour s'aider à progresser dans la voie. Juste nos mains, nos pieds et le rocher. Bon, quand on finit un jeu, on aime bien le recommencer dans un mode plus difficile ou en se donnant des contraintes supplémentaires. Alors, maintenant que la plupart des sommets, que la plupart des falaises ont été grimpées, on va devoir les recommencer, mais vous vous en doutez, d'une façon plus difficile. En s'éloignant petit à petit d'une escalade aléatoire où le simple but était d'arriver en haut, en rajoutant des petites choses. Regardez, ce mec, c'est Kurt Albert. Et Kurt, il se rend bien compte que là, on en est à la fin de l'escalade artificielle, c'est fini de simplement vouloir atteindre les sommets. Donc, il va avoir une idée, toute bête, de simplicité, un simple point rouge. Et ce petit point rouge, là, tout con, il va tout simplement révolutionner l'escalade en fait.
L'idée, elle est juste brillante. S'il arrive à enchaîner une voix qui avait été faite en artif en libre, il va redescendre et, en bas, à côté du nom de la voix, dessiner un petit point rouge. Et ce petit point rouge, il veut dire « Ok, cette voix, elle peut être faite en libre ». Donc à partir de là, tous les grimpeurs qui voudraient enchaîner la voix, s'ils voient ce petit point rouge, ils vont savoir qu'elle peut être faite en libre, sans matériel. Et donc, s'ils veulent vraiment pouvoir dire avoir enchaîné la voix, ils vont devoir la faire en libre. Et vous vous souvenez quand je vous disais que tous les grimpeurs étaient juste des fous avec un ego surdimensionné qui voulaient tous leur première ? Ça n'a pas changé du tout. Et si c'est trop tard pour avoir une première ascension, avec l'arrivée du libre et du point rouge, toutes les cartes sont rebattues sur la table. Parce que maintenant, toutes les voix qui ont déjà été faites en artif peuvent avoir leur première en libre. Là, chacun a à nouveau une chance de pouvoir grimper la voie, de la redescendre et de venir mettre son petit point rouge. Donc c'est l'effervescence. Bon, vous commencez à comprendre que le libre explose et que l'escalade comme on la connaît aujourd'hui est en train d'être créée. Alors, va juste nous manquer 2-3 trucs à affiner pour pouvoir continuer de savoir qui c'est qui est le meilleur. Le point rouge là, de Kurt Albert, en allemand ça se dit Rotpunkt et en anglais Redpoint. Et si vous parlez anglais et que vous êtes déjà un peu habitué du monde de la grimpe, vous voyez sûrement là où je veux en venir. Parce que le redpointing, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle du après-travail. Grimper une voie, l'enchaîner, c'est-à-dire partir du bas, aller jusqu'en haut sans tomber, en pouvant la travailler en allant autant de fois qu'on veut dedans. Et ça, c'est déjà très cool. Parce que ça permet de faire des voies très difficiles, mais on peut faire encore mieux. On peut faire la même chose, partir du bas, arriver en haut sans tomber, mais en n'ayant droit qu'à un seul essai. Et ça s'appelle un flash. Et lors d'un flash, on peut demander des conseils à ses potes qui ont déjà fait la voie. Où est-ce que sont les bonnes prises, pourraient être un peu cachées, est-ce qu'il y a des pièges, où se trouve le crux, le passage le plus dur de la voie. Donc on prend toutes les infos, mais on n'a quand même qu'un seul essai pour réussir à sortir la voie. Et c'est beaucoup plus dur que du après-travail, que du redpoint. Mais on peut faire encore plus dur qu'un flash. On peut prendre le même enjeu que lors d'un flash, c'est-à-dire avoir droit qu'à un seul essai, mais cette fois on n'a plus le droit au conseil de nos potes qui ont déjà fait la voie. Non. Là, pour un à vue, c'est simplement nous et la voie. Et partir du bas, arriver en haut sans tomber, sans avoir aucune connaissance préalable. C'est la forme d'escalade la plus pure qui existe. Donc là, on a plein de moyens de grimper une voie de manière hyper stylée, très variée, très différente, c'est cool, mais il va nous rester un dernier blocage, les cotations. Vous vous rappelez quand je vous parlais de l'échelle de Wilzenbach et de ses degrés qui allaient de 1 à 6 ? Il se pourrait bien qu'en fait le 6e degré, ce soit pas la limite des possibilités humaines, qu'en fait on en soit même très très loin. Donc face à ce problème, on va décider d'ouvrir l'échelle. C'est-à-dire que si on fait une ascension plus dure que tout ce qui a été fait jusqu'avant, on lui donnera une cotation jamais donnée auparavant. Et encore une fois, grâce à ça, on peut à nouveau gagner une première, pas la première d'une ascension, mais la première d'une cotation. Et ça, c'est encore mieux parce que s'il y a bien un truc que les grimpeurs adorent, ce sont les cotations. Donc vous l'avez deviné, à partir de là, tout va s'accélérer vite, très vite. Et en France, particulièrement à la suite d'un journal télévisé lambda, un soir de 1980. Alors que les honnêtes travailleurs et les ménagères s'apprêtent à passer à table et à regarder les informations, je sais pas à quoi ils s'attendaient à voir sur leur petit écran, mais certainement pas à voir débarquer ce mec-là. Lui, c'est Patrick Edlinger. Patrick, il est beau, il est grand, il est blond, et putain, il fait des tractions sur son petit doigt et grimpe sans corde. Alors déjà, pour le pégu moyen de l'époque, l'escalade, c'est tout simplement lunaire qui voudrait bien s'amuser à aller grimper des falaises, mais alors, le faire sans corde, en risquant sa vie, non, là, personne ne comprend. Et pourtant, ce petit gars, là, tout simple, dans son camion ou à grimper des cailloux au-dessus de l'eau, il a vraiment pas l'air con, qui réfléchit pas mal sur la vie et qui cogite sur un sacré paquet de trucs. Et Patrick, pendant qu'il fait le grand écart, il a l'air d'avoir trouvé un certain équilibre, bien loin de la logique consumériste d'après-guerre héritée du plan Marshall. Patrick Edlinger, il s'en tape complètement, lui, d'avoir un nouveau four à micro-ondes ou un lave-linge à tambour rapide. Patrick, tout ce qu'il lui faut, c'est... Tu vas apprécier en sortant d'une voie un verre d'eau, un sandwich, et bon, ça c'est intéressant à l'époque à laquelle on vit d'avoir de petits besoins, je crois. Un sandwich et un verre d'eau. Et c'est tout. C'est tellement simple que c'en est beau, que ça fait envie. Donc, si on prend une discipline
déjà ultra stylé, un ambassadeur beau gosse et qui sait bien s'exprimer, qu'on prend tout ça, qu'on le médiatise, ça crée un engouement. Et avec cet engouement, l'escalade, dans les années 80, explose. Et qu'est-ce qui pourrait bien se passer si une discipline d'ultra niche se retrouve d'un coup sous les feux des projecteurs, attirant au passage pas mal de monde et que des pratiquants se mettent même à gagner de l'argent ? Les anciens vont se mettre à râler contre les nouvelles générations qui font n'importe quoi et qui ne savent pas grimper. Parce que s'il y a bien un truc que les gens détestent, c'est qu'on s'approprie leur propre petit machin. Peu importe ce que c'est, on n'aime pas qu'on touche à nos affaires. Regardez, même aujourd'hui, il y a des mecs qui grimpent depuis 3 ans et demi qui vont réussir à se plaindre que l'escalade devient trop mainstream et que les nouvelles générations de grimpeurs font absolument n'importe quoi, alors qu'ils sont les premiers à faire partie de cette nouvelle génération qui grimpent qu'en salle et qui font une fois une sortie en falaise en extérieur pendant l'été, en restant bien sécurisé en moulinette surtout, parce qu'il faudrait quand même pas aller se faire trop peur et que l'important c'est de se passer sur les frérots, ce serait peut-être temps de quitter un peu Arcos Nation et d'aller visiter Blo, non ? Croyez pas ? Mais... On reparlera de tout ça un petit peu plus tard, parce que pour l'instant, l'icône, c'est... Merde... Mais on reparlera de tout ça un petit peu plus tard, parce que pour l'instant, l'icône, c'est Patrick Edlinger. Et Patrick, dans le monde de la grimpe, il est pas forcément aimé de tous. Ah ouais. Je veux dire, il prend toute la place, il occupe absolument toute l'attention médiatique, il prend tout l'oseille, donc forcément, il va avoir des détracteurs. Certains grimpeurs vont l'accuser de pas être si fort que ça et d'en faire un petit peu des caisses. Face à tout ça, Patrick il va faire partie des initiateurs d'un truc dont on n'avait jamais pensé en grimpe, des compétitions. Vous m'accusez de pas être si fort que ça ? Ok les gars, on va se battre, vous et moi, et on va voir qui c'est qui est le meilleur. Et clairement, au début, les compètes, c'est pas bien vu du tout, ça fait vraiment pas partie de l'esprit de la grimpe, où chacun doit se dépasser soi-même et pas les autres. Mais l'éthique, c'est bien beau, mais la gloire et les cash prizes, encore plus. Donc en juillet 1985 aura lieu la première compétition officielle d'escalade sur la falaise du Baronèche en Italie. Et en réaction à tout ça, un paquet des meilleurs grimpeurs du moment vont s'y opposer et rédiger le manifeste des 19, refusant que l'escalade ne devienne un sport mainstream, aseptisé, cloisonné dans des hangars et sur des prises en résine. Mais encore une fois, comment résister à la médiatisation, aux sponsors et surtout, si ces grimpeurs veulent pouvoir vivre de leur passion, il va falloir prouver qu'ils sont les meilleurs. Et pour prouver qu'ils sont les meilleurs, ils vont devoir gagner les compétitions. Donc parmi les braves du manifeste des 19, la plupart des grimpeurs, à l'image de Catherine Destivelle, vont se dire que finalement, vu que de toute façon les compètes auront lieu, autant aller les gagner. Front page success for the Angel, a faultless climb. Super. Alors ça y est, on en est déjà à la fin de l'âge d'or de l'escalade, fini les tractions sur le petit doigt et les solos dans les gorges du Verdon, place à la résine et aux Jeux Olympiques et... Non, non, rassurez-vous, pas du tout. L'escalade libre, sur les falaises, non seulement elle est pas morte, mais elle en est même très loin. Parce que, ok, l'escalade s'est développée, elle passe à la télévision, elle est connue de beaucoup plus de monde, on organise même des compétitions, mais... Rappelez-vous, il y a un truc que les grimpeurs aiment plus que tout, les cotations. Et pendant tout ce temps, le matériel et les techniques, ils ont pas arrêté d'évoluer. Avec l'arrivée des compétitions, on s'est mis à s'entraîner, donc le niveau, il a continué d'exploser. Rappelez-vous, pendant des décennies, notre échelle de Wilson-Bag, elle est restée cloisonnée à 6 degrés. Mais une fois cette échelle ouverte, il aura fallu vraiment peu de temps pour que le premier 7A de l'histoire soit libéré avec Astroman, une magnifique grande voie aux États-Unis. Je vous avais dit que les ricains voulaient leur revanche. 7 ans plus tard, encore aux États-Unis, sera libéré le premier 8A avec Devil's Lake. Et la même année, tout juste le premier 7A français. On avait clairement pris du retard. Mais vers la fin des années 80, après que les compètes aient commencé, tout va s'accélérer. Les cotations sont quasiment toutes tombées, peu importe où on se trouve dans le monde, on en est tous au 8C, et logiquement, on va se demander quand va enfin tomber le mythique 9e degré. Et surtout, qui aura l'honneur d'avoir grimpé le premier 9A de l'histoire ? Parce que des prétendants à ce titre, il y en a un paquet, mais assez rapidement, 2 se démarquent des autres.
D'abord, le Britannique Ben Moon, qui avec son acolyte Jerry Moffat explose les voies les plus dures de la planète, jusqu'à Hubble en 1990, qu'il va humblement coter 8C+. De l'autre côté de la Manche, c'est l'Allemand Wolfgang Jülich, grand adepte de la force brute et de l'entraînement, qui après avoir grimpé le premier 8B, puis le premier 8B+, puis le premier 8C, va enchaîner action directe dans le Frankenjura, qu'il cotera 9A. Mais une cotation, c'est censé être un consensus entre plusieurs grimpeurs. Il suffit pas juste d'arriver et de dire « Ah tiens, ça c'est un 10B ». Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pour que le niveau d'une voie soit vraiment validé, il faut des répétiteurs. Et, à propos de répétiteurs, certains répétiteurs de Hubble vont le coter 9A. Donc selon vous, qui est vraiment le premier 9A de l'histoire ? Mais très franchement, peu importe. Parce que l'histoire ne retient que les vainqueurs, et quoi qu'on en dise, action directe, dans la mémoire collective des grimpeurs, restera le premier 9A, quoi qu'il se passe. Et dans la même veine, c'est bien Jülich qui restera dans la légende. D'ailleurs, vous saviez que cet objet de torture, là, qui nous explose les doigts, on le doit à ce mec, et oui, ça s'appelle le pont Jülich, parce que c'est Wolfgang Jülich qui l'a inventé, et que, rappelez-vous, les grimpeurs sont pleins d'une immense humilité, et qui donnent tous leur propre nom à leurs propres inventions. Et à propos d'inventions, vous vous rappelez de lui, Pierre-Alain, la très pure lumière du rocher, le doyen de Blot ? Sa forêt, il l'a pas laissé tomber. Et un peu à l'écart du reste du monde de la grimpe, loin des compétitions, loin des premiers dramas du monde de la grimpe, comme lorsque Fred Ruhling avait annoncé le premier 9B avec Akira, une voie que tout le monde décrira mais que personne ne répétera, à Blot, on continue de chercher le mouvement le plus difficile possible. Et la forêt, elle continue de voir des grimpeurs parcourir ces allées, se hisser en haut de ces rochers qui ne font toujours quelques mètres de haut, mais qui constituent un véritable musée du mouvement. Petit à petit, s'éloignant de plus en plus des racines de l'alpinisme, de la course au sommet, émerge une discipline qui attire de plus en plus de gens, une bande d'énergumènes qui se foutent pas mal de la hauteur et des sommets et qui recherchent juste les mouvements les plus durs possibles, des mouvements tellement difficiles qu'il faut carrément créer une autre échelle que celle de Wilzenbach pour être sûr de pas être emmerdé avant un bon moment. Ouais, dans la forêt, un siècle se termine, un autre s'apprête à naître, et avec lui de nouveaux noms, de nouveaux héros, de nouveaux défis. Alors autant que je commence à vous parler de tout ça, à Fontainebleau. Début du 21e siècle. Le bug de l'an 2000 n'a pas eu lieu, YouTube et Facebook n'existent pas encore, et pourtant, c'est à partir de là que les fondations de l'escalade comme on la connaît aujourd'hui vont vraiment se consolider. L'époque de la conquête des sommets semble être révolue, ça fait déjà plus de 20 ans que Messner a atteint les 14 sommets de plus de 8000 mètres sans oxygène, alors, petit à petit, ce qui n'était qu'un entraînement pour l'entraînement de l'alpinisme devient une discipline à part entière. Et oui, je veux parler du bloc et de sa mecque, cette forêt où depuis une centaine d'années, on continue de grimper ces cailloux et de créer le mouvement le plus dur, le plus pur possible. Pour ne pas se retrouver à être un pauvre corneau ou un lamentable débris. Bon, et là, j'ai un problème. J'ai un énorme problème parce que je peux pas vraiment vous parler de l'histoire de l'escalade sans parler de Blot. Mais je peux pas parler de Blot sans parler d'un énorme paquet de trucs. Et en fait, ce sujet est tellement énorme que je suis persuadé qu'il mériterait une vidéo complètement dédiée. Donc, s'il vous plaît, permettez-moi de laisser quelques trucs sur le tapis, et en échange, je vous ferai une énorme vidéo sur toute l'histoire de la forêt de Fontainebleau. Ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, c'est que c'est vraiment grâce à la forêt et à ses acteurs que l'escalade de bloc va prendre autant d'ampleur dans les 2 décennies à venir. Parce que les gens se rendent bien compte que le bloc, c'est assez fun en fait. C'est vachement marrant, c'est vachement cool comme ambiance, y a pas besoin d'être encordé, tu peux y aller tout seul ou avec tes potes, peu importe. Genre, c'est trop bien le bloc. En fait, t'as même besoin de rien pour faire du bloc. Alors oui, aujourd'hui on va vous dire qu'il faut des énormes crash pads et des super chaussons asymétriques et hyper agressifs pour valoriser les minuscules prises dans les dévers, mais en vrai, y a pas besoin de tout ça pour faire du bloc. Tout ça, c'est hyper moderne, et on n'a pas attendu les pads ni les chaussons pour aller grimper le grès de la forêt. Et ce, à l'image, certes, de l'histoire de la grimpe, mais aussi de notre histoire personnelle. Rappelez-vous, qui a jamais commencé par simplement aller grimper des cailloux dans la forêt ? Ouais, il n'y avait pas de chaussons, il n'y avait pas de cotation. Juste, on grimpait et on s'amusait. Regardez, ça, c'est moi. Je devais avoir 12, 13 ans peut-être, et on passait tellement de temps dans la forêt avec mon pote, à grimper ces cailloux et à construire des cabanes qu'on s'était dit que
Ça mériterait bien quelques photos pour garder des souvenirs. Ouais, on kiffait déjà les animaux. Ça, c'était une buse qu'on avait sauvée, qu'on avait ramenée ensuite à la SPA. On jouait dans les fougères, on prenait nos goûters et on grimpait des rochers. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je me rappelle déjà qu'à l'époque, on voyait des grimpeurs venir se frotter aux problèmes de Blo. Et on se foutait de leur gueule avec leurs gros tapis qui servaient à rien selon notre conception un peu stupide de gamins de 13 ans. Bref, peu importe pourquoi ou comment on a commencé à grimper, quasiment tous, on a commencé par le bloc. Je veux dire, grimper un arbre, c'est un problème de bloc. Enfin bref, face à tout cet engouement autour du bloc, on va décider de le rendre plus accessible jusqu'à le ramener au cœur des villes. Parce qu'il faut pas croire du tout que les citadins sont mis à faire de l'escalade avec l'avènement des salles de bloc. Non. La plupart des blozards, c'était des Parisiens qui se rendaient à Blo en train, à pied, en vélo, etc. Ils habitaient déjà Paris. Donc on a tout simplement ramené le bloc là où se trouvait déjà la clientèle, dans les villes. Et on va pas se mentir, j'adore Fontainebleau, mais la forêt, en plein hiver, quand il pleut, qu'il givre, qu'il neige et qu'on peut pas grimper, c'est pas ouf. C'est quand même hyper cool de pouvoir accéder à une salle d'entraînement par tous les temps, n'importe quand. Donc, bien sûr, comme toujours, il y a eu quelques râleurs au début des salles qui disaient « Gna, c'est pas de la vraie escalade, l'escalade c'est dans la forêt, l'escalade c'est dans la nature, gna. » N'empêche que ça restait hyper pratique, hyper accessible, et que ça a plu. Donc, si ça nous plaît, on en parle à nos potes et on les ramène et on va pas se mentir, c'est vachement plus simple pour un Parisien de se rendre à Arcos Nation qu'en plein milieu de Blo, donc l'escalade de bloc en salle explose. Parce que c'est fun, accessible et ouvert à tous, tout le temps. Donc petit à petit, à force de bouche à oreille, de médiatisation, de compétition, d'ambassadeurs, l'escalade se tourne petit à petit vers une pratique en intérieur. Pareil pour les compètes, on s'était vite rendu compte qu'en termes d'organisation et de participation, c'était quand même vachement plus simple de faire ça en inté. Mais alors que certains râlent, je voudrais quand même rappeler que l'escalade, ça a jamais été juste un sport, ça a toujours été un mode de vie. Et à cette image, les salles d'escalade d'aujourd'hui, c'est pas juste des salles de sport. On peut s'y poser, on peut manger, on peut boire des bières, flirter, exactement de la même manière que les blozards le faisaient lorsqu'ils allaient bivouaquer dans la forêt. Alors oui, on boit de l'IPA, et plus du pinard. On rentre chez soi au lieu de planter sa tente ou de dormir sous un rocher, mais l'ambiance, les discussions, les blagues, les rires, les disputes et les débats, eux, ils ont pas changé. On grimpe, on se dépasse, on passe du bon temps avec ses potes et ça, peu importe le siècle, peu importe le lieu, ça change pas. Parce que la grimpe, ok, elle évolue, ok, on passe des réglettes aux aplats, on passe de l'exté à l'inté, on passe de la grande voie au bloc, du grès à la résine, mais fondamentalement, la base, elle reste la même et on fait toujours la même chose. On part du bas, on essaie d'arriver en haut et de pas tomber. Et ça reste universel. Évidemment, parallèlement à tout ça, la compétition continue d'exploser, on crée même des catégories, du bloc, de la voie, de la vitesse, du combiné, il y a des coupes, des championnats, et très honnêtement, j'y comprends pas grand chose à tout ça, j'ai l'impression qu'on a des championnats du monde tous les 2 jours dans le monde de la grimpe, donc non, clairement, je vais pas vous raconter l'évolution de la compétition en escalade parce que très honnêtement, ça m'intéresse pas tellement, mais mine de rien, on peut pas nier que toutes ces compètes, elles vont quand même finir par aboutir à la plus grande réalisation qui soit pour un sport, une compète qui date de la Grèce antique et qui continue d'évoluer avec l'humanité qu'elle accompagne depuis tout ce temps. Ouais, les Jeux Olympiques, et putain ça... Mais c'est fou, c'est complètement fou qu'une discipline aussi récente qui a à peine 100 ans a réussi à se frayer un chemin aux côtés de sports ancestraux comme le judo. Vous trouvez pas ça dingue? Moi, si, complètement, et pourtant, j'en ai vraiment pas grand chose à faire des compétitions. Mais quand même, c'est pas rien. Et c'est aussi pour ça que j'aime autant la grimpe, parce qu'il y a une putain de part d'inné dans cette discipline et de complètement absurde. Et sinon, gamin, on n'aurait jamais escaladé ces cailloux dans la forêt. Alors j'avoue, des fois, j'aimerais bien que les grimpeurs se prennent à se dire « Oh gna gna gna, le bloc c'est mieux que la voie, gna gna gna, la vraie grimpe c'est en tête et pas en moulinette, gna gna gna, il faut faire de la grimpe en extérieur. » Mais en vrai, est-ce que tout ça, nos petites embrouilles, nos petits débats, ça ferait pas partie de notre belle culture qu'est le grimpe, et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime autant clasher Arcos Nation. Regardez, déjà Pierre-Alain, qui au siècle dernier parlait des autres grimpeurs. Il y avait la division de l'appellation des gens selon les degrés qu'ils franchissaient à Blo.
C'est-à-dire Eh ben, c'est-à-dire que le premier degré, on les appelait les lamentables débris. Le deuxième, ceux qui faisaient du 2, c'était des pauvres corneaux. Le troisième, c'était le tendre espoir popofiste. Non, l'escalade, ça a jamais été un truc trop friendly, et pourtant on s'accueille, mais on aime bien se chambrer, quand même, un petit peu. Et là, on arrive à la fin de cette histoire, parce que évidemment que la grimpe a encore de belles années devant elle, mais c'est à nous d'écrire la suite. C'est à nous de faire de cette discipline quelque chose d'aussi stylé que ce qu'ont fait nos prédécesseurs, donc à nous de jouer. Évidemment, j'aurais pu vous parler de la suite de l'évolution des cotations, ou de la bataille entre Krish Sharma et Adam Ondra pour savoir qui allait vaincre la Dura Dura et s'octroyer le titre de meilleur grimpeur du monde, mais en fait tout ça, il se pourrait que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo consacrée à Adam Ondra, et que de toute façon, toute l'histoire du 9ème degré, il a tout niqué là-dedans, donc allez voir cette vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, un énorme merci à vous qui êtes encore là derrière votre écran, qui m'avez accordé un petit peu de votre précieux temps. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et à la tourner, même si ça m'a pris beaucoup de temps. C'était vraiment trop chouette à faire. C'était Papel, d'ici la prochaine, vous connaissez la chanson. Prenez soin de vous, éclatez-vous, et chauffez-vous, et surtout, abonnez-vous.